Donc, on passe au troisième sujet. C'est un monsieur de 67 ans qui est adressé à votre consultation par un hématologue. Et donc, en fait, il a un myélome IgA lambda, stade 1, et il vous demande votre avis sur une protéinurie. C'est un patient qui a une hypertension depuis 7 ans, qui a 1, 2, 3, 4 médicaments pour son hypertension. Il prend également de la metformine depuis 7 ans, et sur son dernier bilan, il y avait un pic à 16 grammes, un iono normal, une créate à 75, une NUM normale et une protéinurie à 2 grammes par 24 heures. Donc la première question, c'est c'était une question de cours sur les mécanismes d'action des différents médicaments que ce monsieur prend. Donc l'amlodipine, c'est un inhibiteur calcique qui agit donc sur les récepteurs au calcium et qui est vasodilatateur principalement. Le ramipril, c'est un inhibiteur de l'enzyme de conversion, donc ça inhibe l'enzyme de conversion du système rénine-angiotensine. Le bisoprolol, c'est un bêta-bloquant, donc c'est un effet chronotrope, batmotrope négatif. L'urapdipidil, je me souvenais plus ce que c'était. C'est apparemment un alpha-bloquant, d'accord. Et la metformine, c'est un antidiabétique oral qui inhibe la néoglucogénèse, en particulier hépatique. D'accord, très bien. Ok, c'est un peu casse-pied la pharmaco, mais c'est important de connaître ces médicaments classiques, quoi. Vos patients que vous voyez en stage, ils ont tous ces trucs-là, donc c'est important de connaître un petit peu quand même. Et ça tombe parfois à l'internat, des questions de pharmaco comme ça, un peu bêtes. C'est facile à corriger. Donc sachez un peu, pour les grandes classes, les effets indésirables. Vous revoyez ça en stage en voyant vos patients, quoi. Vous posez les questions sur leur traitement et c'est bon, ça rentre petit à petit. Ok, question d'après. Quels examens complémentaires demandez-vous? Moi, j'ai fait une immunoélectrophorèse des protéines urinaires, une bandelette urinaire, un ECBU et une échographie rénale et des voies urinaires. D'accord, ok. Ok. Donc moi j'ai fait déjà une électrophorèse des protéines urinaires, parce que rien que l'électrophorèse, ça peut te permettre de savoir... en fait, dans ce problème-là, la question c'est de savoir qu'est-ce que c'est comme protéine qui pisse. Est-ce que c'est de l'albumine ou est-ce que c'est des chaînes légères? Il peut pisser les chaînes légères de son myélome, ça c'est normal, parce qu'il produit beaucoup de chaînes légères, et elles sont filtrées, elles sont pissées. Il peut pisser de l'albumine, ça c'est pas normal, parce que ça témoigne d'une atteinte du glomérule. Donc avec une électrophorèse des protéines urinaires, tu vas avoir l'albumine et puis tu vas avoir les chaînes légères, et donc ça te donne déjà la réponse. Tu peux faire une immunoélectrophorèse pour confirmer qu'il pisse bien la même chaîne légère que son myélome, mais sinon ce serait vraiment un cas un peu rare. Après, moi j'ai fait un ECBU, je ne sais plus si tu avais fait, pour voir s'il y a d'autres éléments de l'atteinte, en faveur d'une atteinte glomérulaire ou tubulaire. Et puis j'ai fait aussi, j'ai recherché des signes de néphropathie, des arguments indirects pour une autre atteinte, une autre atteinte que le myélome sur son rein. Donc il peut avoir une atteinte diabétique, il peut avoir un diabète déséquilibré et donc avoir un peu de néphropathie diabétique. Donc j'ai fait une HbA1c et un fond d'œil, parce que vous savez que la rétinopathie diabétique, ça évolue à peu près pareil dans le diabète de type 2 que la néphropathie glomérulaire. Et une biopsie des glandes salivaires s'il y a une albuminurie. Est-ce que tu as une idée de pourquoi? Ouais. Voilà. Donc s'il y a une albuminurie, en gros un myélome, s'il donne une atteinte glomérulaire, il y a deux mécanismes. Soit l'amylose, et c'est celui que vous devez retenir, soit la maladie de Randall, en fait. Et ça, c'est juste un dépôt des chaînes légères, ou éventuellement des chaînes longues, mais des chaînes légères sur le glomérule, mais sans que ça soit organisé en amylose. Et donc si tu penses que c'est de l'amylose, c'est plus facile de faire une biopsie des glandes salivaires accessoires que d'aller biopsier le rein, quoi. Comment on peut expliquer que ce soit seulement au bout de 2 ans qu'il se met à excréter sa chaîne légère? Peut-être que son myélome il est en train de progresser et que, si tu veux, il avait 5 grammes de pic avant, puis là il commence à monter et il commence à l'épicer de façon significative. Peut-être que l'hématologue il n'a jamais fait de protéinurie avant. Oui, je suis d'accord, c'est peu envisageable, mais parce qu'ils sont tellement parfaits ces hématologues. Non, si on l'a vraiment suivi, normalement, il pisse ses chaînes légères, effectivement, avant déjà. Donc vous mettez en évidence une protéinurie de chaîne légère lambda
Ah oui, dans la correction, là, il y a écrit soit il s'agit à la fin, que soit c'est de l'albuminurie, soit c'est une protéinurie de Benz-Jones en lien avec le myélome, ce qui indique un traitement de l'hémopathie. Ça, c'est eux qui l'ont rajouté. Moi, je suis pas trop d'accord. On ne va pas traiter un patient uniquement sur une protéinurie de chaîne légère. C'est une indication au traitement si elle est abondante, c'est-à-dire si elle est supérieure à 12 grammes par litre. Mais à 2 grammes par litre, ça reste un myélome stade A et donc on ne va pas le traiter là-dessus. De toute façon, vous n'avez pas à connaître les indications du traitement du myélome, mais c'est juste pour... voilà, moi je pense que c'est un petit peu abusif là. Donc vous mettez en évidence une protéinurie de chaîne légère à lambda à 1,95 grammes par litre. Pratiquez-vous une ponction biopsie rénale justifiée? Et si oui, quelles précautions prenez-vous? Moi, j'avais mis non, parce que moi, je pensais qu'il avait une amylose, et donc j'avais dit que c'était pas obligatoire dans l'amylose, mais voilà. D'accord. Et donc maintenant que tu as entendu la réponse à la question précédente? Bah non, parce qu'il n'y a pas d'argument pour une néphropathie. D'accord, ok. Et si tu en faisais une, tu ferais quoi tu prendrais quoi comme précaution? Qu'est-ce qu'il faut faire avant une biopsie rénale? Il faut vérifier qu'il a 2 reins, je crois que c'est ça. La taille des reins. Peut-être qu'il n'y ait pas d'infection urinaire. Pas de trouble de l'hémostase. C'est-à-dire, tu fais quoi pour l'hémostase? On fait TP, TCA, temps de saignement, plaquettes. Et puis peut-être pas dans une poussée hypertensive ou... Parfait. Et après, tu le surveilles, ton patient, une fois que tu as fait la biopsie, pour voir s'il n'a pas une hématurie ou s'il n'a pas... Ok. Bon, question d'après. Vous le revoyez donc 2 semaines plus tard. Alors, il est essoufflé depuis 2-3 jours. Il a fait un épisode de gastro-entérite aiguë il y a 1 semaine. Et depuis, il pisse plus. Il a 14,8 de tension, une fréquence cardiaque à 65, il sature à 94%. Il a des œdèmes un peu partout, une turgescence jugulaire, des crépitants des bases et un cœur normal à l'auscultation. Puis vous avez son bilan. Quel est votre diagnostic positif, étiologique et de gravité justifié? Alors, j'ai mis insuffisance rénale aiguë, organique, oligurique, compliquée d'une décompensation cardiaque globale grave chez un patient hypertendu avec un myélome multiple à IgA lambda. Oui, c'est ça. T'as dit compliqué d'une insuffisance Cardiaque globale. cardiaque? Ouais. D'accord. Bon. Et donc devant, homme de 67 ans avec un myélome multiple à IgA, avec au niveau de l'insuffisance rénale, l'augmentation de la créatinine de 75 à 735, l'oligurie, le bilan bio qui montrait une insuffisance rénale organique avec NAK supérieur à NA sur K supérieur à 1. Et au niveau de l'insuffisance cardiaque, les crépitants bilatéraux au niveau des bases, la dyspnée, les œdèmes des membres inférieurs, la turgescence jugulaire. Et au niveau biologique, l'acidose métabolique et l'hypercalémie légère. L'hypercalémie légère. Ok. En fait, imagine, on t'empêche de pisser, on te fait boire. Même si tu n'as pas du tout d'insuffisance cardiaque, tu vas finir par avoir des œdèmes, une turgescence jugulaire et des crépitants. Parce que ton cœur, s'il peut plus... si le bouchon de la baignoire il est bouché, forcément, elle va se remplir la baignoire, même si le cœur il marche bien et qu'il essaye de pomper, quoi. Donc je crois que tu peux pas parler d'insuffisance cardiaque globale chez lui. Il est juste en insuffisance rénale, il pisse plus et donc il se remplit, quoi. Comme un patient qui est dialysé chronique, imagine, il boit 5 litres de Perrier, il est bien obligé de les mettre quelque part, il va les mettre dans ses œdèmes, dans les poumons, etc. Donc je pense que on peut pas, là comme ça, parler d'insuffisance cardiaque chez lui. Bon, c'est pas grave. Hein. Pour l'insuffisance rénale aiguë, c'est la créate élevée alors qu'elle était normale avant. Tu m'as pas parlé du mécanisme d'insuffisance rénale? Pourquoi tout d'un coup il a une insuffisance rénale, ce monsieur? Il a eu une gastro avant, non? Oui. Donc l'infection, je sais pas. Et ça donne des insuffisances rénales, les gastro? Je sais pas. Donc imagine, il a une gastro, donc il s'est un peu déshydraté sans doute. Et ce monsieur, il pisse des chaînes légères. Ça peut faire quoi les chaînes légères en fait dans le rein? Ça coagule ensemble. Comment? Ça coagule ensemble, ça fait des dépôts. Ça peut précipiter, ouais, on dit.
Et en fait, les chaînes légères, elles sont pissées tant qu'elles sont pas trop concentrées, mais après, c'est comme tous les... Enfin, ça fait des cristaux à partir du moment où tu augmentes la concentration. Donc soit tu te mets à pisser de plus en plus de chaînes légères, ton myélome évolue, et donc ça finit par cristalliser et ça fait la néphropathie. Soit en général, il prend des AINS, ou il a une injection d'iode, ou il prend des... ou je sais pas, il a une déshydratation sur une gastro ou la canicule. Et là, du coup, il va avoir une petite insuffisance rénale fonctionnelle, comme on a tous quand on fait la gastro et qu'on ne boit pas assez. Sauf que lui, l'insuffisance rénale fonctionnelle, elle devient très vite compliquée parce que les chaînes légères, elles vont précipiter et ça va se transformer en insuffisance rénale organique. C'est ce qu'on appelle c'est la néphropathie tubulaire des myélomes, en fait, la tubulopathie myélomateuse. D'accord ? Donc voilà, donc c'est une insuffisance rénale organique actuellement. Il y a un facteur déclenchant, c'est la déshydratation. Sur le syndrome rénal, là, tu penses que c'est une atteinte glomérulaire, tubulaire, vasculaire, urologique? Est-ce que tu sais ce que c'est une atteinte glomérulaire, par exemple, comment tu dis c'est une néphropathie glomérulaire? Quand on a une protéinurie importante. Ouais, supérieure à combien, on dit? À 1 gramme. Ouais. Et puis? Et puis C'est une protéinurie d'albumine dans les néphropathies glomérulaires. Parce que l'albumine, c'est gros, donc si tu as de l'albumine dans les urines, c'est forcément que le filtre, il est troué, quoi. D'accord? Et puis si le filtre, il est troué, il y a d'autres choses qui vont passer. on peut avoir une hématurie. L'hématurie, ouais. Une HTA. Ouais. Et puis l'insuffisance rénale. Donc là, tu as le syndrome glomérulaire, c'est facile. Insuffisance rénale, hématurie, protéinurie abondante et HTA. Et tubulaire, ça donne quoi, les atteintes tubulaires? Genre, je sais pas, tu donnes des aminosides à un patient, il fait un peu d'insuffisance rénale, il y aura quoi dans les urines, a priori? Un peu des leucocytes. Ouais, il y a une leucocyturie, puis il y a une petite protéinurie, parce que les tubules, ils réabsorbent des petites protéines de poids moléculaire faibles. Et donc, si les tubules ne marchent plus, ils ne réabsorbent plus les petites protéines, et donc du coup, tu as une protéinurie, mais c'est pas de l'albumine, c'est de la bêta-2 microglobuline, des petites choses, quoi. Ouais, parce qu'en fait, tu vois, tu as tes urines, là, comme ça. En temps normal, tu as ça d'urine et tu as ça de chaîne légère. Puis quand il est déshydraté, tu as pareil, tu as 4 chaînes légères, mais tu as beaucoup moins d'urine, donc la concentration est élevée. Et quand la concentration est élevée, ben, ça cristallise, et du coup, ça bouche les tubules, quoi. Ok. Et là, il te semble grave ou pas, le patient? Est-ce que tu le mets en réa? Est-ce que tu le gardes en salle? Est-ce que tu le fais rentrer chez lui? En réa. En réa, ok. Bon, en pratique, on l'a gardé en salle, lui. Mais, parce qu'il n'y avait pas de signe de gravité immédiate, en fait, de son insuffisance rénale. Et entre autres, c'est quoi les signes de gravité? De l'insuffisance rénale. Ouais. L'hyperkaliémie, l'OAP massif. D'accord. L'HTA réfractaire. Ouais. Des signes urémiques, Oui. genre Oui, t'as péricardite raison, ouais. qu'est-ce que l'acide, non, je l'ai dit, acidose métabolique. Ah oui, les encéphalopathies et Ouais, je sais pas, ça, un c'est signe de choc. urémique, quoi. Des signes de choc en plus. Et puis après, tu as le phosphore que tu peux plus pisser quand tu es insuffisant rénal. Et donc, si le produit phosphocalcique qui monte, c'est un signe de gravité parce qu'après, tu as des cristaux phosphocalciques qui vont précipiter dans les tubules aussi. Et ça va aggraver l'insuffisance rénale. Donc là, je vous ai mis un peu les critères qu'on retient. Lui, il a quoi? Il a une petite hyperphosphorémie, mais il a un produit phosphocalcique qui n'est pas extrêmement élevé. Il a une... Oui. On dialyse à partir de... Attends, je sais plus, je crois que c'est dans le sujet d'après. 4,6, voilà. Et puis, donc voilà, la surcharge pour lui, c'est pas encore trop grave. Oui. Est-ce qu'on pouvait pas dire qu'il y avait une acidose lactique avec un surdosage en metformine? Bah, est-ce qu'il est très acide, lui? Parce qu'il y avait des bicards bas. Il y a des bicards un peu bas, bah ouais, c'est un truc qu'il faut suspecter en tout cas. Ça peut contribuer à aggraver un peu la situation. Ouais. Et puis dans le traitement, il faudra penser à arrêter les biguanides surtout. Mais il n'est pas en coma. Enfin, tu vois, s'il continue à prendre sa metformine, il pourrait être vraiment en état, enfin en coma, sur une acidose lactique, quoi. Un vrai tableau d'acidose lactique. Ok.
Alors, est-ce que vous faites des examens complémentaires à ce patient? Donc, il arrive avec une insuffisance rénale organique, a priori, et il déborde un peu. Alors oui, donc déjà une échographie rénale pour enfin rechercher une dilatation des cavités piélo-calicielles, enfin la recherche d'une cause obstructive. Donc ça, à l'internat, hein, c'est systématique, quoi. Une insuffisance rénale, vous faites toujours une échographie. Après, dans la vraie vie, parfois c'est un peu casse-pied, parce que ça peut être compliqué à obtenir, mais normalement, il faut toujours la faire. Et radio de thorax et gaz du sang pour l'OAP. Et donc moi j'avais refait un bilan rénal et iono et une glycémie. Moi j'ai fait juste en plus une écho-cœur, parce que voir si le cœur il était un peu coupable quand même dans la surcharge, ou si c'était uniquement le rein qui était responsable. Ok. Est-ce qu'on pouvait penser à faire les BNP ou... À la place de l'écho-cœur, le BNP chez l'insuffisant rénal, on ne sait pas trop sa valeur en fait. Donc, je crois que ça remplace pas une écho-cœur. Dans le service où j'étais, les néphrologues ils disaient que c'était intéressant les BNP dans l'insuffisance rénale. En particulier chez les gens dialysés au long cours, si le BNP augmente, ça veut dire quelque chose. Par contre, les réanimateurs n'y croyaient pas du tout. Donc, je pense qu'il faut quand même faire une écho-cœur dans ce contexte. Le dossier 3 et question 6. Pour ce patient qui a un myélome et qui est malheureux parce qu'il a une insuffisance rénale, quel traitement mettez-vous en place et quelles seraient les indications d'une dialyse en urgence? Alors, je l'hospitalise en urgence. Ouais. J'arrête tous ces médicaments, donc inhibiteur calcique, IEC, bêta-bloquant, le présil et le sulfamide-hypoglycémiant. Il y en a que tu peux garder là-dedans ou pas? Comme il avait une grosse insuffisance rénale aiguë, j'ai tout arrêté. Donc... D'accord. L'inhibiteur calcique, il n'y a pas de problème chez l'insuffisant rénal. Le présil non plus. En gros, tout ce qui est périphérique, il n'y a pas de problème. Mais par contre, les autres, c'est vrai que c'est indispensable. Comme il pisse pas, j'ai les alcalinisés. Et après, je savais pas trop si on pouvait mettre des diurétiques de Lens ou pas. Ouais, tu peux, bien sûr. Tu mets quoi alors? Des diurétiques de Lens. C'est quoi? Furosémide, du D'accord. Lasilic. Et la dose? Pour relancer la diurèse, je sais pas. Non. Je sais pas, tu mets quelle dose? Je sais pas, j'aurais mis 1 gramme pour relancer là. 1 gramme? Comment? 1 gramme IVD, IVL? IVD. 1 gramme IVD, il est sourd, ton patient, il va t'en vouloir. Il faut que ça aille ouais, il faut au qu'il ait des contact, grosses doses. quoi. Bon, 1 gramme, tu ne feras peut-être pas d'emblée 1 gramme, c'est beaucoup 1 gramme de Lasix. Tu sais, dose normale, l'OAP, tu fais 60 mg. L'insuffisant cardiaque chronique qui déborde un peu, tu mets 20 ou 40 mg. L'insuffisant rénal, tu as raison, il faut mettre des grosses doses. Il faut mettre au moins 80 mg pour commencer. Et sinon, là, tu vas essayer d'abord après 250 mg. Oui, ça se fait. Sinon, tu fais 1 gramme IVSE, effectivement, mais c'est sur 24 heures. Tu ne fais pas 1 gramme IVD, jamais. Donc, sinon, ça le rend sourd, parce que tu sais, ça agit pareil sur l'oreille. Enfin, vous savez, l'oreille et le rein, ça marche pareil. Tout ce qui est toxique pour l'oreille, c'est toxique pour le rein, les aminosides. Et les diurétiques, si tu les passes vite, ça donne des surdités, en fait. Donc, le Lasilic, 1 gramme IVD, c'est sûr. Ok. Donc, par contre, c'est bien de retenir des diurétiques à forte dose, du Lasilic à forte dose. Le rationnel derrière, c'est que le Lasilic, il marche depuis l'intérieur du tubule rénal. Et donc, il faut déjà qu'il soit filtré pour pouvoir marcher. Et donc, si tu es insuffisant rénal, tu filtres pas beaucoup. Et donc, il faut mettre des grosses doses pour qu'il y en ait un peu qui soit filtré. L'alcalinisation, c'est pas parce qu'il pisse pas, c'est parce qu'il a un myélome. Un patient qui pisse pas, un patient insuffisant rénal, tu vas l'alcaliniser un peu si tu as une acidose avec une hyperkaliémie, etc. Mais là, tu vas l'alcaliniser parce qu'il a un myélome, parce que les chaînes légères de myélome, elles précipitent d'autant plus que le pH est acide, que le pH urinaire est acide. Donc c'est pour ça qu'on les alcalinise, c'est pour diminuer un des facteurs de risque de précipitation des chaînes légères. Il manque juste un truc, si tu n'as pas traité la cause là en fait. En urgence comme ça? Ouais. Il faut traiter le myélome. Bon, alors vous n'avez pas à savoir le traitement du myélome. C'est pas un scoop, c'est des corticoïdes comme partout. Et donc c'est de la dexaméthasone, c'est des corticoïdes puissants. Enfin, c'est beaucoup plus puissant que le Solimédrol. Et c'est les corticoïdes qu'on utilise en hématologie qui ont une action antitumorale. Et donc il faut traiter la cause. Voilà. Au moins mettez traitement de la cause.
Voilà. Et la dialyse alors? J'ai mis un OAP grave avec hypoxémie, une acidose métabolique, une hypercalémie symptomatique et un syndrome urémique mal toléré avec vomissement, céphalopathie. D'accord. Très bien. Donc en plus, voilà le fameux produit phosphocalcique. Et puis l'urée, quand elle monte trop, si elle est supérieure à 30 ou à 50, on finit par les dialyser parce que c'est trop toxique en fait. D'accord. Même s'ils ne sont pas symptomatiques? Même s'ils ne sont pas symptomatiques. Parce qu'on sait qu'après, ils sont toujours symptomatiques en fait. Et ils ont des gros troubles de l'hémostase, ils risquent d'avoir des ulcères, etc. Donc on finit par les dialyser uniquement sur l'urée si on voit que ça monte et que ça ne s'arrange pas, quoi. Et lui, il n'avait pas été dialysé finalement. C'était passé comme ça.